Vous faites bien de suivre les programmes de la télévision Africa 7. Le plaidoyer revient aujourd'hui avec comme invité Moussa Touré, ancien ministre des Finances, ancien président aussi de la commission de l'UEMOA et président du mouvement Djerim Samaréo. Alors ensemble, nous parlerons un peu de l'actualité qui, vous le savez, est dominée par la crise scolaire. Le drame de l'immigration clandestine avec des dizaines de Sénégalais qui ont perdu la vie. Il y a aussi les questions économiques dominées par le PSC. Et enfin, nous terminerons par la réduction du mandat du président de la République et la cartographie de la classe politique. Sans plus tarder, on va donc donner la parole à notre invité. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir, cher. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, pour permettre à nos téléspectateurs de mieux faire votre connaissance, je vous invite juste à suivre votre portrait dressé ici par un membre de la rédaction. Moussa Touré est né en 1945 à Dakar. L'homme a obtenu plusieurs diplômes supérieurs. Il a servi dans l'administration sénégalaise pendant plusieurs années. De 1969, date à laquelle il occupait le poste d'inspecteur des douanes à l'aéroport de Dakar, à 1996, date de départ de son poste d'ambassadeur du Sénégal à la République fédérale d'Allemagne. C'est par la suite qu'il sera nommé président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine jusqu'en janvier 2004, un poste qu'il quittera à la suite d'un malentendu avec Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République du Sénégal. Moussa Touré a servi au ministère de l'économie et des finances pendant 7 ans avant d'être nommé ministre en charge de ce secteur en mars 1990. Aujourd'hui, l'homme décide d'embrasser une carrière politique. Il est le président du parti 7, Djerim Samaréo. Voilà, vous venez à l'instant même de suivre le portrait de notre invité. Je rappelle juste que notre invité est Moussa Touré, ancien ministre des Finances. Moussa Touré aussi est le président du mouvement Djerim Samaréo. Moussa Touré, ensemble, nous parlerons un peu de l'actualité qui, vous le savez, est dominée aussi, on va dire, par la crise scolaire. Tout est bloqué ou tout semble être bloqué. Alors, Monsieur Touré, est-ce que tout cela vous inspire en commentaire? Certainement, mais avant cela, je voudrais, si vous me permettez, d'abord vous féliciter parce que j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre que vous avez eu une promotion en changeant d'entreprise. Merci. Et je voudrais également dire que tout ce que vous avez dit en ce qui me concerne est exact, même que le document que vous venez de passer. Il y a une précision à apporter. J'étais effectivement président d'un mouvement, mais qui est devenu depuis lors un parti politique en bonne et due forme, reconnu depuis le 19 juin 2013. Et ce parti s'appelle 7. 7 citoyens pour l'éthique et la transparence, Djerim Samaréo. Et la transparence, Djerim Samaréo. Djerim Samaréo. Voilà. Alors, aujourd'hui, comment donc le parti 7 voit un peu la crise, on va dire, scolaire? Êtes-vous optimiste ou pessimiste? J'allais dire une crise parmi tant d'autres que traverse malheureusement le Sénégal. Nous avons dans nos gènes au Sénégal d'être toujours optimistes. Même dans les malheurs, le Sénégalais dit toujours ça pouvait être pire, ou ça va aller mieux. Il faut espérer que ce sera comme cela dans ce cas d'espèce, mais je dois dire qu'il y a quand même des sujets à préoccupation majeurs. Déjà avant cette crise-là, il faut le dire, avoir le courage de le dire, l'école sénégalaise était malade. Elle est encore malade. Et je crains qu'avec cette crise, cette maladie ne s'aggrave jusqu'à devenir peut-être irréversible. Le Sénégal ne mourra pas, mais il faut éviter que le Sénégal demeure moribond à cause de son école. Cette crise était prévisible, comme d'ailleurs pas mal de crises qui l'ont précédée, parce que je suppose que chacune des parties concernées, quand je dis chacune des parties, je veux parler du gouvernement, de l'État, mais également du corps enseignant dans sa globalité avec ses représentants dans le cadre des syndicats, de nombreux syndicats qui ont été créés. C'est récurrent parce que depuis quelques années, pas mal d'années, les gouvernants se sont comportés beaucoup moins en visionnaires, en constructeurs, qu'en sapeurs-pompiers. Je m'explique, lorsque
une crise survient, ils sont beaucoup plus préoccupés à l'éteindre coûte que coûte, quoi que ça puisse valoir, que d'utiliser cette crise-là pour se projeter, pour l'avenir, pour faire un saut qualitatif. Alors, ce qui occasionne des promesses dans tous les sens, pour apaiser la crise, en espérant que cela étant apaisé dans ces formes qui sont tout à fait excusez-moi, pas du tout adéquates, les concernés vont oublier. Et quand ils vont reprendre les mêmes revendications, ça va être comme ça, une course sans fin de promesses, oui, dans tous les sens, mais qui ne sont pas tenues, etc. etc. C'est ça le problème. Se traduit également par, on va dire, surtout quand même, on va dire, dans la qualité de l'enseignement surtout. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux dans ce cas d'aller vers une année blanche ou pas, parce que les élèves ont perdu beaucoup de temps? Est-ce que serait-il facile même d'atteindre le quantum horaire? C'est-à-dire, il y a plusieurs aspects. Il y a le problème du quantum horaire, c'est-à-dire le fait que les étudiants, les élèves puissent assister, suivre des cours. Mais il y a aussi, il faut le dire, et je crois que tout le monde sera d'accord, le problème de la qualité même de l'enseignement, à tous les niveaux. Moi, depuis que je suis entré en politique, surtout, je vais dans des écoles primaires, secondaires, je fréquente beaucoup de gens du monde universitaire, étudiants comme professeurs, mais dans tous ces mondes-là, la qualité est devenue très faible. Parce que vous étiez là en 1981, lors des assises, on va dire, nationales de l'éducation. Et toujours, ces conclusions sont rangées dans les tiroirs. Et c'est regrettable. Hein? Oui, peut-être parce que justement, vous savez, quand on veut faire preuve de vision, c'est vrai, il faut voir à très long terme. Mais dans ce très long terme-là, il faut s'aménager des étapes et qu'on évalue au fur et à mesure pour avancer de nouveau. Mais lorsque ces genres de rencontres aboutissent à une espèce de fourre-tout, où tout est mis et où on n'arrive pas à dégager les priorités, et le plus souvent on se consacre à ce qui est le plus facile et qui est forcément le plus accessoire. Et voilà comment les choses ont fonctionné de sorte que je crois qu'aujourd'hui, l'école sénégalaise est malade. Moi, je vais vous donner un exemple que j'aime citer. Lorsque je suis arrivé comme directeur à la CEAO, à Ouagadougou, en 1974, la CEAO était composée de 6 pays, et plus tard 7. Lorsque nous faisions nos recrutements, par concours, tests, etc., par sélection, les meilleurs candidats dans tous les domaines étaient des Sénégalais. Et nous avions du mal à recruter des ressortissants d'autres pays parce qu'il en fallait. C'est une organisation commune. Et lorsque je suis retourné à Ouagadougou, toujours en 1996, comme président de la commission de l'UMOA, dans ces mêmes concours, ces mêmes sélections, malheureusement, cette fois-ci, il y avait très peu de Sénégalais qui étaient choisis, qui étaient sélectionnés. Pourquoi? C'était de plus en plus des Burkinabés, des Togolais, des Béninois. Pourquoi? Parce que la qualité de l'enseignement et de la formation de manière générale a beaucoup chuté dans notre pays. Il y a urgence selon vous? Extrême urgence. Extrême urgence, et j'aime à dire, et nous y arriverons tout à l'heure dans le cadre du PSE, puisque vous en parlerez. Notre problème aujourd'hui, le plus urgent, ce n'est pas tellement de faire miroiter aux Sénégalais des projets mirifiques dans tous les domaines possibles, mais c'est de se dessiner dans le cadre d'une vision des objectifs précis dans des domaines qui sont finalement très restreints, qui sont l'éducation et la santé. Ce sont ces domaines-là qui sont les piliers de l'émergence. Mais ce n'est pas, presque pas, le taux de croissance que l'on affiche, même si dans d'autres pays, on affiche des taux de croissance de 10%, nous ne pouvons pas nous estimer heureux, contents, lorsque nous avons, soi-disant, 5,4% de taux de croissance. C'est ça, c'est là qu'est le nœud du problème du Sénégal. Et puis, il faut le dire aussi,
nous sommes dans un monde concurrentiel. Concurrentiel dans notre environnement immédiat, les pays de l'UEMOA, les pays de la CEDEAO, concurrentiel au plan continental, mais concurrentiel dans le monde entier. Les pays ne se font pas de cadeaux. Alors il faut se battre pour se faire une place et avancer. Et je crois que c'est là-dessus, dans le sérieux, la rigueur, les ambitions légitimes, que les gouvernants devraient travailler pour amener les Sénégalais dans ce sillage-là. Alors, y a-t-il aussi urgence dans, on va dire, les politiques d'emploi élaborées par le gouvernement? Je fais un peu allusion quand même à cette recrudescence, quand même, on va dire, notée ces derniers temps dans l'immigration clandestine. Les politiques de l'emploi telles qu'elles sont abordées ne me semblent pas être porteuses de résultats sérieux. Nous avons, et c'est notre démographie qui l'exige, des jeunes qui sont très nombreux et qui veulent tous étudier, qui veulent tous réussir. Et espérer régler le problème de l'emploi des jeunes de manière globale avec des politiques d'emploi salarié, ça ne peut nullement régler les problèmes des Sénégalais. Et pourtant, le gouvernement a mis en place des structures comme l'ANPEJ, on va dire le PAPEJ, le PRODAC, le FONGIP, tout ça, mais ça devrait donner quelque chose. Mais malheureusement, vous constatez comme moi que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et recruter des, je ne sais pas comment on les appelle, là, des agents de sécurité, sans aucune base, d'ailleurs sans aucun critère, en quantité 10 000, alors que les forces de police globalement ne font même pas 5 000 personnes, ne semble pas être une solution pour l'emploi. Recruter des fonctionnaires, s'il le faut, en quantité, ne me semble pas être une solution, à moins de les mettre dans certains secteurs qui en ont vraiment besoin, la santé, l'éducation par exemple. Donc, je pense que la politique de l'emploi doit aller à la rencontre de la politique de la production. Parce qu'on veut galvaniser les Sénégalais autour de l'autosuffisance alimentaire. On parle du riz, il y a les oignons par-ci, etc., etc. Dans tous ces domaines-là, le Sénégal est en mesure d'être autosuffisant à terme. Mais à condition de mener des politiques qui tiennent la route et qui, au fond, n'exigent même pas des financements à coût de milliards. Vous savez, j'ai des amis, je ne dirais pas de quel pays, qui ont mené des expériences très intéressantes au Sénégal. Ils ont ouvert un centre de formation quelque part et dans lequel ils ont accueilli des jeunes qu'ils prenaient dans les villages, volontairement bien sûr, autour de 20-25 ans, et ils les gardaient pendant 9 mois dans ce centre-là pour les initier à des tas d'activités, disons, agricoles, au sens large. L'élevage de bétail, bovins, ovins, poules pondeuses, poulets de chair, lapins, et puis maraîchage, etc. Et j'ai vu de mes yeux le cas, par exemple, de jeunes qui ont voulu en 9 mois se spécialiser dans l'élevage de bovins. Et quand ces jeunes avaient fini leur formation, ces amis-là les reconduisaient dans leur village. Et ils travaillaient et fabriquaient avec eux des abris avec les matériaux locaux, la paille locale, etc. Et puis ils débloquaient un budget de 100 000 francs CFA, pas plus. Et ils allaient avec eux dans les loumas ou les marchés et ils achetaient un veau à 80 000 francs. Et ils ramenaient le veau et le jeune homme dans son village et les 20 000 francs lui servaient de fonds de roulement. Et ces amis-là venaient régulièrement les conseiller, suivre comment fonctionne le système. Et au bout de quelques temps, ce veau acheté à 80 000 francs devenait un bœuf en bonne et due forme. Et ils allaient avec eux, toujours dans les loumas et les marchés, pour les revendre, pour les vendre à 200 000 francs. Et séance tenante, ils achetaient 2 veaux. Et le processus était enclenché. Et je dis que ce jeune homme-là, au bout d'un certain temps, va susciter la jalousie, la rivalité de ses frères qui sont venus à Dakar et qui se consacrent à ce qu'on appelle
marchand ambulant. Vous voulez dire donc vraiment sans finalité. Manque de vision, quoi. De vision. Donc, c'est ce travail-là qu'il faut faire. Ça ne demande pas des sommes phénoménales quand on nous parle de 400 milliards de tout cet argent-là promis dans toutes les régions du Sénégal. Et non seulement ça aide à résorber de manière très sensible le chômage des jeunes, mais en même temps, ça concourt à la production de biens qui sont utiles. Cher, je suis surpris que depuis mon enfance, lorsque la Tabaski approche, on commence à nous dire, cette année-ci, il manquera de moutons. Il manquera de moutons, et puis 15 jours, 3 semaines avant la Tabaski, on nous dit, ah ben, les moutons sont là. Ils viennent de Mauritanie, ils viennent du Mali. Est-ce que nous ne sommes pas capables, en y mettant les efforts et tout ce qu'il faut, de produire un cheptel de bovins, de moutons, qui puisse nous permettre, sans avoir à importer des moutons d'ailleurs, ce qui coûte dans tous les domaines économiques. Vous avez des possibilités, des capacités quand même, voilà, pour approvisionner correctement le marché national? Voilà ce que je dois dire. Et donc, il y a ces activités organisées en matière, par exemple, de volaille, des choses à faire. Et ces gens dont je vous parle, non seulement il y avait cette formation qu'ils assuraient, mais en même temps, ils produisaient des lapins, des poulets, des œufs, etc. Et eux-mêmes se chargeaient d'aller dans les hôtels de la Petite Côte pour les fournir en lapin, en poulet et même en confiture avec nos fruits locaux. Ce sont ces choses-là qu'il faut explorer. Mais ce ne sont pas les éléphants blancs qu'on nous promet où on met plusieurs milliards et puis après on nous dit oui, comme ça a été dit récemment, s'agissant du pont là qui est en reconstruction. Le pont Sénégal-Cap. Je suis ahuri. Je trouve que c'est extrêmement léger de dire que ce pont va employer 2000 personnes et puis il y a combien? 20 000 personnes indirectement qui vont en bénéficier. Qu'est-ce que ça signifie? Ça n'a pas de sens. D'abord, pour utiliser 2000 personnes, on va construire tout Dakar. Et franchement, 2000 personnes pour construire un pont, ce pont-là, ou échangeur, comme ils l'appellent, c'est selon. Je pense que c'est soit raconter aux gens des histoires impossibles à accepter, soit alors dire que nos ouvriers, nos ingénieurs, tous ceux qui travaillent au Sénégal ne sont pas compétents parce que 200, 300, 500 personnes suffiraient largement à faire ce travail-là. C'est ce manque de sérieux, ce manque de vision, ce manque de franchise, de sincérité vis-à-vis des Sénégalais, c'est ça qui est déplorable et c'est ce qui fait que cette crise de l'école sénégalaise, vue comme ça se déroule, ne peut qu'apporter des préjudices très graves. Y a-t-il un lien aussi avec vraiment cette recrudescence de l'immigration clandestine avec des jeunes qui vont comme ça se donner mais c'est le même phénomène. D'ailleurs, quand vous parlez d'immigration clandestine, il faut rapporter ça à la diaspora du Sénégalais qui est à l'extérieur. Il est difficile, en tout cas ici, à Dakar ou dans les grandes villes, de rencontrer un homme adulte de 50 ans et plus qui n'a pas un de ses enfants, qui est allé étudier en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs et qui est revenu. Moi, comme mes amis qui sont là, comme tout le monde. Et tous ces jeunes-là ne reviennent pas parce que, justement, ils ne peuvent pas trouver ici à exprimer leur talent, leurs compétences et l'enseignement qu'ils ont reçu. Et ça aussi, je veux lier ça à autre chose. Ils ne veulent pas revenir, vu la situation, mais ils ne veulent pas revenir non plus parce qu'ils savent qu'ici, au Sénégal, aujourd'hui, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas le sérieux qui paye, mais c'est les coteries. C'est, comme je l'ai dit, la famille, c'est la belle famille, c'est le parti, c'est les amis. Donc, mais il n'y a pas la patrie, comme on a voulu nous le faire comprendre au début de cette aventure dans laquelle nous sommes plongés. Avant le parti. Mais ce qui est un peu étonnant quand même dans cela, monsieur le ministre, c'est vraiment cette vue, on va dire, de ces jeunes qui se donnent comme ça, qui se jettent aussi à l'eau, et ça au prix de leur vie aussi. Moi, j'étais surpris, cher, d'apprendre des statistiques, pas des statistiques de Frontex. Frontex, vous savez, c'est l'organisme européen qui assure la surveillance de la Méditerranée. Que sur 10 000 à peu près immigrés de ce côté-là, accueillis,
deux pays, la Gambie et le Sénégal, de présenter le quart de ces 10 000, donc 2500. Il y avait, je crois, 1400 et quelques Gambiens et 1100 et quelques Sénégalais. C'est colossal. C'est ahurissant. Hein? C'est colossal. Et je disais récemment à quelqu'un que je suis même surpris avec cette hécatombe-là. Et au Sénégal, on en parle comme si c'était quelque chose de tout à fait banal et tout à fait ordinaire. Où sont les familles de ces jeunes-là? Pourquoi il n'y a pas quand même quelque chose de plus important en matière de sensibilisation à ce phénomène-là et de sensibilisation aux solutions à chercher et à trouver pour pallier ce phénomène-là? Est-ce que le gouvernement a essayé de chercher un peu à comprendre quels sont les besoins de ces jeunes qui essaient de partir quand même en Europe? Moi, je ne suis pas dans la tête du gouvernement. Et je ne voudrais même pas l'être d'ailleurs. Dieu merci. Mais je ne suis pas sûr que, au-delà des anecdotes, où on a une querelle de chiffres ou de compte rendu d'un ministre à l'autre ou d'un ministre à son secrétaire d'État. On a vu ça, hein, voilà. Le secrétaire d'État chargé du Sénégal Voilà. et la direction aussi, hein, entre Sory Kaba et Souleymane Jules Diop. Oui, je ne suis pas sûr qu'au-delà de ces joutes-là, où chacun cherche à se positionner pour montrer qu'il est le plus efficace, que le problème les préoccupe vraiment. Je ne suis pas sûr. Et c'est dommage, parce que c'est ça une des missions essentielles d'un gouvernement. Vous n'êtes pas tellement convaincu avec tout ce qui se passe vraiment au Sénégal émergent? Moi, je souhaiterais, avant ma mort, voir le Sénégal émerger. Je ne suis pas sûr, je dirais même je ne suis pas du tout sûr. Parce que les voies dans lesquelles on nous dirige pour, soi-disant, amener le Sénégal à l'émergence, ce sont de fausses voies. Vous avez lu le document du PSE? Je l'ai lu et relu. Il m'a été envoyé en tant qu'ancien ministre des Finances. Je l'ai lu rapidement en son temps, mais depuis lors, c'est devenu mon livre de chevet. Donc, pour vous dire que je m'en suis bien imprégné. Mais plus je le lis, plus je suis désabusé, plus je suis presque découragé de voir que toutes les ambitions du Sénégal d'ici 2035 se trouvent dans ce document-là. Qu'est-ce qui vous décourage? Quels sont les points qui vous découragent? Plusieurs choses. D'abord, même sur le plan des principes. Je disais ce matin ou hier qu'au Sénégal, nous sommes habitués à élaborer des plans. Il y a eu le plan Lebré, le fameux plan Lebré, du temps de Mamadou Dia. Et depuis lors, nous avons élaboré des plans. Et pendant toutes ces périodes-là, ce sont des Sénégalais, des fils du pays, fils et filles, bien sûr, du pays, qui ont fait ce travail-là. Jusqu'à des études prospectives qui nous amenaient à 25, 30, 35 ans dans le futur. Ici, sur le plan des principes, encore je répète, j'ai été choqué de constater qu'on a confié ça à des soi-disant cabinets, mais en tout cas à des étrangers. Et qu'on a payé grassement, trop grassement, à coups de milliards. Ce document que je vois, je suis persuadé que si on confiait ça à des Sénégalais, ou à un Sénégalais sérieux comme tête de file, il pourrait réunir une équipe plus compétente que ces gens-là, qui ferait un travail plus sérieux, et ça ne coûterait pas plus de 500 millions, au maximum 1 milliard, au lieu des milliards qui ont été payés. S'ils ont été payés d'ailleurs, parce que j'entends tellement de bruit, c'est le pays des rumeurs, le Sénégal, que ça a été officiellement payé, mais il y a quelque chose qui s'est passé en dessous. Bref, ce n'est pas le plus important. Mais ce document, malheureusement, ne reflète pas une vision. Lorsqu'on le parcourt, au passage, il y a une petite phrase où on parle de vision et puis on passe à autre chose. On présente des choses et on nous amène tout de suite à des soi-disant des projets prioritaires. 27. En fait, il y en a 31 d'ailleurs quand on regarde bien le document. Mais c'est des projets, des programmes qu'on en a toujours réalisés au Sénégal. Je disais que c'est sur des bases comme ça que les ICS ont été créés. L'exploit de Taïba d'abord, les ICS. Sur ces bases-là qu'on a créé la SAR, sur ces bases-là qu'on a créé la Sonacos, etc. Je peux en citer beaucoup d'autres. Donc, ce n'est pas la fin du monde. C'est des moyens, mais ce n'est pas une finalité. La finalité à laquelle nous devions nous attacher, c'est de nous fixer une vision. Voilà comment nous voyons le Sénégal dans ces horizons-là. Mais voir le Sénégal dans ces horizons-là, c'est d'abord s'entendre sur
l'essentiel, la base, et je l'ai dit, c'est l'éducation et c'est la santé. Si ces bases-là ne sont pas solides, on ne pourra conduire aucun projet sérieux. Je ne dis pas projet physique, comme ces programmes-là, mais un projet de société. Or, ce n'est pas dans cette direction qu'on va. On me dit, oui, on a posé des premières pierres. L'université de notre cher vénéré Amadou Mahtar Mbow, et puis l'autre université, je crois, à Kaolack, ainsi de suite. C'est très bien. Mais s'il faut créer des universités pour qu'elles soient comme l'UCAD, ici à Dakar, et vous croyez que ça va faire avancer les choses? Il y a un préalable à régler. Quel est notre projet d'éducation? Vous avez lu quand même les réformes. Quelles sont les filières que nous voulons privilégier? Comment les organiser? Voilà où nous pouvons aller. Je sais que, par exemple, vous savez, l'université Amadou Mahtar Mbow, dont on a posé la première pierre. Mais l'élaboration, la conception des locaux, j'ai appris par des spécialistes de l'enseignement supérieur, des professeurs agrégés. Ils n'ont pas été consultés. On va construire des bâtiments et après on se rendra compte que bon, ce n'est pas adapté à telle ou telle activité. C'est un peu pour vous dire que c'est l'affichage. Et l'affichage, ce n'est pas bon. Parce que, comme disait l'autre là, ce n'est pas la peine, en entrant dans l'arène, de dire que je suis le champion, je suis le meilleur. Mieux vaut le faire en sortant de... Mais avez-vous lu quand même la partie qui concerne les réformes au niveau de l'enseignement supérieur? Oui, mais je n'ai pas vraiment lu. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Mais ce que je constate simplement, c'est que déjà la réforme qui avait été engagée, ce fameux système LMD, qui se généralise maintenant un peu partout au Sénégal, tel que ça fonctionne dans les pays qui ont créé, parlons de la France très clairement, ça ne correspond pas à nos réalités ici. Parce que ça suppose un certain nombre d'outils, d'instruments, de travail des étudiants. Ça suppose de supprimer les cours magistraux. Ça suppose de supprimer justement ces grands amphithéâtres qui ne devraient plus servir, etc., etc. Et nous ne remplissons pas les conditions. Et lorsque vous demandez aux professeurs comme aux étudiants, ce système-là, il existe, mais en fait, il ne peut pas aller vers les performances qu'on était en droit d'attendre. Et donc, c'est comme ça que se font ces réformes-là, malheureusement. Mais les réformes, c'est les aspects techniques de l'éducation. Mais comme je dis, au-delà des réformes, il y a la vision. Et la vision qui permet aussi de dégager les interactions entre d'abord la formation, l'éducation et l'emploi, mais également entre ces deux pôles-là et la société de manière générale, ces deux pôles-là et l'économie. Mais justement, dans le plan Sénégal émergent, il est prévu vraiment de résoudre toutes ces questions. Et puis bon, le gouvernement qui dit qu'il voudrait arriver d'ici 2017 ou 2018 à un taux de croissance qui devrait avoisiner les 7 ou 8%. Non, non, ce n'est pas ce qui est dit, cher. Non. Dans le document, il est dit que de 2014 à 2018, nous allons réaliser un taux de croissance de 7,1%. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, et là, on se gargarise parce que, soi-disant, c'est même pas, c'est à démontrer, c'est à vérifier, on a fait 5,4%. Mais entre 5,4% et 7,1% en termes de croissance, c'est énorme. Mais je répète encore que, au-delà du fait que ce décalage entre les prévisions, 7,1% et 5,4%, ça compromet toute la suite du PSE, cela va de soi. Mais de surcroît, je dis que ce n'est pas là qu'est l'essentiel. Le développement, il y a la croissance et le développement, qui sont deux choses différentes. Un pays peut croître à 10%, 15%. On a vu le cas de la Guinée équatoriale. Mais le pays ne s'est pas développé. Vous avez des pannes d'électricité sempiternelles. Vous n'avez pas d'eau. Moi, j'ai mon fils qui a vécu comme représentant d'un cabinet. Vous n'avez pas de route. Beaucoup de choses manquent. Et pourtant, le taux de croissance est de 10-12%. C'est pas là. C'est un problème de qualité. Et j'ai cité hier à quelqu'un le cas de Cuba. Je suis allé 2 fois à Cuba. Cuba est réputé être parmi l'un des pays les plus pauvres du monde. À Cuba, on ne parle même pas de taux de croissance. Ce n'est même pas leur problème. Je ne sais même pas s'ils croissent ou s'ils décroissent. Ce n'est pas le problème. Mais ce qui est constant et certain, c'est que, c'est reconnu par les organismes comme l'OMS, comme l'UNESCO, en matière d'éducation, en matière de santé, les Cubains ont l'un des meilleurs systèmes du monde.
Donc, c'est ça la qualité. Ce qui permet à Cuba d'envoyer des médecins pour la crise Ebola, n'est-ce pas? D'envoyer des médecins au Venezuela, des médecins en Angola, au Cap-Vert et partout dans le monde. Donc, c'est un problème de qualité. Et malheureusement, si la qualité ne suit pas, telle que notre éducation est en ce moment-là, je crains que tous les objectifs qui sont fixés ne puissent pas être réalisés. Alors, mais dans le PS, je voudrais juste quand même vous poser une petite question. C'est en fait les hommes qu'il faut à la place qu'il faut qui n'ont pas été... En fait, l'État n'a pas su, par exemple, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, ou la place qu'il fallait, ou bien c'est autre chose qui est derrière vraiment l'élaboration de ce plan ou on va dire la matérialisation. Oui. C'est un ensemble, il y a tout cela dedans. Moi, j'aime citer, on va dire que je bien rappeler le passé, mais c'est le passé qui explique le présent et qui construit l'avenir. Il fut un temps où, au Sénégal, on repérait les gens dans les entreprises dans lesquelles ils travaillaient, soit le privé, soit le public. Et on les suivait, et puis parmi ce lot d'agents, les meilleurs étaient vus, ciblés, et on leur assurait des promotions successives jusqu'à devenir ministre ou en tout cas responsable dans leur secteur. Et c'est après seulement que ces gens-là s'occupaient de politique. J'aime les citer, ils ne m'en voudront pas, un Robert Sagna, un Cheikh Abdelkader Sissoko, n'étaient pas des hommes politiques au départ, mais c'était des ingénieurs agronomes reconnus au Sénégal et à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'ils ont eu ces postes-là, directeur de la SAED ou d'autres choses, ensuite secrétaire d'État, ministre. Ces gens étaient à leur place. Et on n'exigeait à personne de militer dans un parti ou dans un autre. Moi, je n'ai jamais fait de politique jusqu'à récemment. Il y a d'autres que je peux citer qui ont été d'éminents ministres et qui n'ont jamais eu leur carte d'un parti, le Parti socialiste, disons-le. Donc, c'était la recherche des meilleurs, la recherche des compétences, la recherche du mérite. Mais c'est ça qui a changé. Après, depuis 2000, il faut le dire, c'est celui qui va insulter l'opposition, c'est celui qui va brûler les tentes là sous lesquelles l'opposition se réunit, c'est celui qui, dans un débat, ne parle pas pour lui-même, mais parle pour qu'on entende là-bas ce qu'il est en train de dire. C'est ceux-là qui ont la promotion. Alors de telle sorte qu'on les nomme sans même s'occuper de savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont étudié, fait comme études, ce qu'ils ont fait comme travail, etc. Et c'est après, une fois qu'ils sont à place, qu'ils vont apprendre. Mais un ministre ou un directeur général doit être opérationnel le premier jour de sa nomination. Ce n'est pas une fois installé qu'il va apprendre son ministère ou son travail. Malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement. Les gens virevoltent de gauche à droite. Ce n'est pas aussi fréquent que ça, à part le problème politique, de voir les gens tourner d'un ministère à un autre au gré du vent, dans des ministères où ils n'ont aucune spécialité. Et c'est mauvais pour l'image que ça donne. Et c'est mauvais parce que rien n'est pire, moi je crois à titre personnel, que d'être entouré de collaborateurs. Et on parle d'un domaine dont j'ignore tout, et c'est eux qui sont les spécialistes. Et c'est moi qui dois prendre des décisions, donner des instructions. Donc vous voulez dire qu'un ministre également doit vraiment, autant que ses collaborateurs, connaître le domaine dans lequel il a été nommé. C'est indispensable. Peut-être pas les détails, mais en tout cas les grandes lignes, les grands principes. Et ça, s'il ne les maîtrise pas, il est mort. Par exemple, le ministère de la Finance, le ministère des Finances, autant pour moi. Est-ce que le Sénégal a un bon ministre ou bien a-t-il l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Non, moi je ne juge pas les hommes, je ne citerai pas de nom. Ça, je n'ai jamais fait, ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer, cher, même si vous êtes très adroit et très intelligent. Mais bon, on peut dire beaucoup de choses, peut-être pas dans ce ministère, mais dans d'autres ministères. Je vais vous dire une chose, parce que le ministre des Finances est un jeune frère. Hein, il a beaucoup d'estime pour moi et il me rappelle très souvent comment il est passé entre mes mains, entre guillemets, et toute l'estime qu'il a pour moi. Mais j'ai entendu à une passation de service un ministre de la Culture entrant dire dans sa déclaration, le président de la République m'a toujours dit que ma place c'est le ministère de la Culture. Et il dit pourquoi? Parce que, soi-disant, c'est un spécialiste, je n'arrive jamais à dire le nom, que les Sérères m'en excusent. Comment on dit, Ndefleng ou... Ndefleng. C'est Ndefleng. C'est un spécialiste de Ndefleng. Voilà pourquoi il est ministre de la Culture.
Alors je me dis, mais attendez, le président Senghor, le pauvre, doit se retourner dans sa tombe. Parce que lorsqu'on nous parle de culture, c'est vrai, il y a des flingues, des sérères, mais il y a la culture diola, il y a la culture alpulaar, il y a la culture wolof, les bouts, etc., etc. Mais il y a aussi les sculpteurs, il y a les peintres, il y a les écrivains, il y a les cinéastes, etc., etc. Alors, réduire la culture à des flingues, c'est bien ça. Bon, voilà ce qu'est l'image de ce gouvernement. Et je fais un reproche majeur au président Macky Sall. Il est relativement jeune. Il a évolué, grandi dans un monde que j'appellerais moderne. Et j'estime qu'il aurait dû, comprenant comment fonctionnent les rouages de l'État, comprenant les besoins qu'il y a pour occuper telle ou telle fonction, faire quand même des choix qui soient plus indiqués, qui soient moins politiciens, qui soient moins à connotation familiale, ethnique. Et s'il le faisait, le pays, le Sénégal, regorge de valeurs, de ressources humaines, dans tous les domaines. Et ce n'est pas étonnant quand on va au Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD, dans toutes les institutions internationales, les Sénégalais sont légion là-bas et occupent des places prépondérantes. Êtes-vous prêt à travailler avec le chef de l'État? Maintenant, non. Pourquoi? Au moment de son accession au pouvoir, je disais oui, j'étais prêt à le faire de manière bénévole. Dans mon salon, là où nous sommes, s'il a besoin de conseils, s'il a besoin de faire étudier quelque chose, il le fait bénévolement. Je ne veux pas de salaire, je ne veux pas de voiture, je ne veux pas d'avantage, rien. Parce que je me disais que c'était en quelque sorte l'aider, n'est-ce pas, à défricher ce vaste champ qui est le développement du Sénégal. Et qu'en tant que patriote sénégalais, je devais y contribuer. Mais lorsque je me suis aperçu, comme j'utilise l'image, quand vous êtes à Thiès, cher, quand le train marchait encore, et il faudra que le train remarche, c'est indispensable pour que le Sénégal, les poumons du Sénégal puissent s'aérer vers le Mali, et après Mali, vers le Burkina, le Niger, etc., etc. Surtout que dans cette région-là, ils ont un projet énorme qui d'Abidjan, le chemin de fer, qui allait à Bobo-Dioulasso, Ouaga, qu'on va continuer jusqu'à Niamey, et puis rejoindre Cotonou, et puis rejoindre le Togo, Lomé. Donc je reviens à mon histoire. Vous êtes à Thiès, vous avez l'intention de venir à Dakar. Vous voyez un train qui est en quai. On vous dit, ce train-là, il va à Dakar. Vous entrez dans ce train-là. Le train démarre. Au bout d'un moment, vous vous dites, ah, je vais voir le paysage. Et connaissant bien le Sénégal, vous regardez le paysage, vous voyez que le train ne se dirige pas vers Dakar, mais il va vers Saint-Louis. Alors, est-ce que, lorsqu'on se rend compte que le président de la République ne va pas à Dakar, mais va à Saint-Louis, on va continuer à cheminer avec lui? Je veux dire par là que lorsqu'on s'est rendu compte que sur les valeurs intrinsèques qui doivent guider les actions d'un homme d'État, je dis homme d'État, à plus forte raison un chef d'État, ces valeurs d'éthique, ces valeurs de responsabilité, ces valeurs de rigueur, ces valeurs d'exemplarité, ces valeurs de distance par rapport aux religions, aux confréries, mais également par rapport aux ethnies, que tout cela n'existe pas, je crois que c'est peine perdue que de vouloir apporter son soutien ou son aide ou sa contribution, parce que c'est apporter sa contribution dans une œuvre qui globalement n'est pas bonne, n'est pas positive. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui je ne le ferai pas, même si quelque part de ci de là j'ai des signaux qui me parviennent, des fois à des niveaux très élevés, pour m'inciter à m'inscrire dans cette voie-là. Mais je dis que ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire dire les choses, ne pas dire dénoncer, et expliquer ce que je comprends de la situation et ce que je comprends de ce que doit être le Sénégal, c'est déjà une contribution qui me satisfait. Au-delà même de l'élection à un mandat donné, quel qu'il soit d'ailleurs. Comprenez-vous alors le fait qu'il veuille réduire son mandat à 5 ans? Cette affaire-là, moi, franchement,
il y a à boire à manger dedans. Il faut en parler longuement. Il s'y était engagé avant les élections présidentielles. Il a réaffirmé, et comme je le dis souvent, jusque même sur le perron de l'Élysée en France. Mais entre je vais réduire mon mandat et là, ce que nous avons maintenant, c'est je vais demander aux Sénégalais s'ils sont d'accord. Il y a une différence. Et je vais m'expliquer. Cette affaire est un serpent de mer. Parce que tout le monde s'y est engouffré. Les politiques, c'est normal. Mais également ce qu'on appelle intellectuels. Et plus précisément les constitutionnalistes. Et on entend plusieurs thèses. Moi, je suis un peu perdu. Parce que lorsque j'entends des constitutionnalistes, dont certains d'ailleurs, depuis un certain temps, ont changé de registre. Je veux dire par là, disent des choses qui sont tout à fait le contraire de ce qu'ils disaient avant, ou même ce qu'ils écrivaient avant dans leurs livres et leurs publications. Il y a de quoi être perdu. Mais quand je leur entends dire, oui, pour que ce changement puisse avoir lieu, il faut obligatoirement passer par un référendum. Moi, j'ai fait une lettre ouverte aux Sénégalais l'année dernière. Je disais qu'il suffisait simplement de passer par la voie parlementaire. Je m'explique. Et je dis que ces constitutionnalistes, pour la plupart, j'en connais pas mal. Et il y en a même certains que j'ai eu à recommander à des amis qui cherchaient des gens solides, compétents dans le cadre d'études ou de travaux. Donc, ça veut dire que j'ai une grande estime pour eux. Mais dans le cas d'espèce, pour ceux qui ont travaillé sur la Constitution de 2001, comme pour ceux qui s'expriment par la suite, je me dis quelque part qu'ils sont peut-être disqualifiés. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez de la crise avec le 3e mandat d'Abdoulaye Wade. Pourquoi il y a eu cette crise? C'est parce que ce qui a été écrit dans la Constitution n'était pas clair. En tout cas, prêtait à confusion. C'est là-dessus que Abdoulaye Wade s'est appuyé. Or, en droit, le peu que j'ai appris en droit constitutionnel, à l'université, j'en ai appris un peu, je ne suis pas un spécialiste. En droit, d'ailleurs, de manière générale, en droit, on ne va pas éviter la répétition. Parce que la répétition permet peut-être de clarifier les choses, de les rendre non sujettes à interprétation ou à discussion. Mais est-ce que vous avez lu cette disposition de l'article de la Constitution également? L'article 27, il dit la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. C'était 7 pardon, et de 7 ans. Et de 7 ans. C'était 5 ans dans la Constitution de 2001. Je vais y revenir. Point. Il dit le mandat ne peut être révisé que par une loi référendaire. Point. Ensuite, on dit cette disposition. Non, excusez-moi. Le deuxième paragraphe, il dit le mandat est renouvelable une seule fois. Une seule fois. Et maintenant, on va à ligne, on dit cette disposition ne peut être révisée que par voie référendaire. Et c'est là que j'allais en venir. On peut être peut-être un bon constitutionnaliste, mais peut-être ne pas maîtriser suffisamment le français. Comme vous avez de grands scientifiques. Parce que le français, c'est une langue, c'est la langue française. Et on le voit d'ailleurs, j'ai raconté récemment dans une fameuse émission que j'aime bien écouter, un grand professeur d'université qui disait en parlant des politiciens, en disant que pour les politiciens, la politique, c'est un mangeoire. Et il parlait avec passion. C'est un mangeoire. Et or, je crois savoir que même les élèves de l'école primaire savent qu'on ne dit pas un mangeoire, on dit une mangeoire. Mais c'est un éminent professeur d'université. Donc, ce qui n'est pas clair dans cela. C'est le problème de la langue française. Parce que quand on dit cette disposition, oui. De quelle disposition il s'agit? Parce que le problème de la durée du mandat et le problème de nombre de mandats, ce sont deux choses différentes. On ne peut pas les englober dans cette disposition. Et cette disposition, si on lit, on écrit, on lit et on comprend bien le français, quand on dit cette disposition, ça s'applique à la phrase qui précède. C'est-à-dire que
le mandat est renouvelable une seule fois. Et que cette disposition, vous voulez dire par rapport à le nombre de mandats peut être modifié que par voie référendaire. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça. Non pas la durée du mandat. Oui, parce que comme je vous dis, c'est deux choses tout à fait différentes. Et on dit, dans la phrase qui suit, cette disposition. Non, je vais vous dire. Est-ce que vous n'êtes pas en train de... Est-ce que vous ne jetez pas un peu la tête ou bien vous ne jetez pas un peu la confusion aussi Mais je ne jette pas la confusion. Moi, je dis que... vous savez, j'ai quand même fait quelques études de français. J'ai une petite licence de lettres modernes de français. Donc je sais quand même, et puis mon âge, notre génération. C'est un peu grave ce que vous dites, parce que là, apparemment, vous prenez le contre-pied de tout le monde. Hein, non, de tous les constitutionnalistes. Non, mais justement, c'est ça que je dis. C'est pourquoi je dis, c'est beaucoup moins un problème de droit constitutionnel que de problème d'écriture. D'écriture, de lecture et de compréhension du français. S'ils voulaient dire ça, ils ont mal libellé cet article-là. Comment devrait-il alors l'écrire, par exemple, pour être clair? C'est pourquoi je vous dis, en droit, normalement, on ne doit pas éviter la répétition. On devrait dire la durée du mandat et le nombre de mandats ne peuvent être révisés que. C'est clair. Mais lorsque on met temps, point, après, point, et puis on dit cette disposition, mais de mon point de vue, ça ne se rapporte que la phrase qui précède. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, non, le plus grave aussi, je dis vraiment, je pense que dans cette affaire-là, peut-être que les gens se sont réveillés. Mais en 2008, Cheikh, quand Abdoulaye Wade a modifié cet article de la Constitution pour amener le mandat qui était de 5 ans à 7 ans, mais Abdoulaye Wade est passé par la voie parlementaire. Tout à fait, on s'en souvient en 2008. Est-ce qu'on a entendu un homme politique, majorité comme opposition, un constitutionnaliste, s'élever contre cela? Et pourquoi maintenant on nous dit que l'inverse n'est pas possible, alors que j'y viens. Mais monsieur le ministre, on s'en souvient, hein, les politiques avaient dit non aussi. Même les conseils avaient dit qu'Abdoulaye avait violé la Constitution. Ils avaient dit que ce n'était pas normal qu'Abdoulaye passe par une voie parlementaire, mais il est passé par la voie référendaire. Je n'ai pas souvenir, mais alors, pourquoi le Conseil constitutionnel, qui est quand même neutre, qui est l'arbitre, a avalisé cela? Pourquoi? Et je viens à une autre chose. Le président Senghor aimait bien parler du parallélisme des formes. Une loi parlementaire, c'est-à-dire adoptée au 3/5e, majorité qualifiée, a amené le mandat de 5 à 7 ans. Et c'est ça, c'est ce qu'ils appellent, les constitutionnalistes, une réforme déconsolidante. Ou alors d'autres disent déconstructive. Mais cette réforme-là, c'est une réforme constructive et consolidante. Donc on a accepté ce qui était mauvais et aujourd'hui on veut refuser ce qui est bon. Voilà, moi, en tout cas, mon analyse de la chose. Et vous avez dit peut-être que d'autres chrétiens se sont soulevés, mais en tout cas, peut-être que c'était, comme disait l'autre, là, un bruit qui n'était pas assourdissant. Moi, j'ai compris que c'était un silence assourdissant. Hein? Mais en tout cas, ça a été fait. Ça a été fait. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi. Et puis, bon, avec tous les avantages que ça comporte. Et là, ça correspondrait plus ou moins au respect des engagements de Macky Sall. Parce que, vous avez entendu, dès qu'il a dit, dès le début de son mandat, des voix dans son parti qui ne sont pas des moindres, des gens qui occupent des places éminentes, et dans le parti, et dans les institutions, l'Assemblée nationale ou ailleurs, tout de suite se sont exprimés en disant qu'ils sont contre. D'ailleurs, ça m'a un peu surpris parce que je disais, mais enfin, un président de la République, chef de son parti, qui a de l'autorité, il est inimaginable d'entendre des voix aussi discordantes. Peut-être que c'est un démocrate. Là-bas, c'est pas la... Non, il y a une démocratie, mais aussi il y a une organisation. Lorsque au sein d'un groupe, au sein d'un kuréel, au sein d'une assemblée, quelque chose est discuté et qu'une décision est prise, tout le monde doit se conformer. Et en tant que chef de parti, lorsqu'il le disait dans sa campagne, lorsqu'il l'a dit par la suite, je crois que tout le monde devait, en tout cas pour un président qui a de l'autorité, chef de parti qui a de l'autorité, quelque chose comme ça est inimaginable. Est-ce que ce référendum, monsieur le ministre, aura lieu vraiment? Si vous regardez un peu la cartographie, j'y viens. Vous regardez un peu avec les inscriptions, on va dire même avec les cartes d'électeurs qui vont bientôt arriver à expiration aussi. Même si tout ça a été réglé,
mon appréhension est que on entend de plus en plus de voix au sein et de la PR, de la majorité et de l'État qui s'élèvent contre le référendum. Alors, comment voulez-vous que le moment venu, ces mêmes membres de l'APR ou de l'État, des institutions, comment pouvez-vous imaginer qu'ils fassent campagne pour que le référendum passe? Il ne passera pas. D'autant plus que, comme je le crains, et vous me direz un jour certainement que j'ai raison, ce ne sera pas une seule question, cette question-là, mais on va y ajouter des choses en faisant exprès que les Sénégalais refusent cela. Ce qui fait que... Comme la réforme des institutions? Il y aura certains éléments de cette réforme-là dont peut-être les Sénégalais ne veulent pas, ou d'autres choses encore d'ailleurs, si bien que... mais je crois que le président de la République a été pris dans le piège qu'il s'est lui-même tendu. Il s'est tendu un piège et, ma foi, maintenant, à lui de s'en dépêtrer. Doit-on y intégrer dans ce référendum, on va dire, cette réforme même des institutions? Est-ce que nos institutions sont malades? Vous savez, c'est toujours le même problème. Tout à l'heure, j'en parlais. Les institutions sont perfectibles. Mais au-delà des institutions telles qu'elles figurent dans la Constitution, dans les textes constitutifs, c'est comme je disais, les organigrammes. Le tout dépend des hommes qui sont chargés d'incarner ces institutions-là. Aujourd'hui, notre pays fonctionne avec les mêmes travers que sous le régime du président Abdoulaye Wade. Et je crains même que sur beaucoup d'aspects, ces aspects négatifs donc, se soient aggravés. Le népotisme, comme je vous dis, parce que Abdoulaye Wade, bon, avait ses chouchous, sa famille, ces choses, tout ça là, mais les choses maintenant ont pris une dimension ethnique. Et j'aime à dire que j'en parle à l'aise parce que moi je suis de toutes les ethnies. Ma grand-mère s'appelle Diallo, Aïssata Diallo, donc je peux dire que je suis Alpulaar. Je peux dire que mon grand-père est entré à Joal. Ma grand-mère est Lébou. Il y avait des pirogues ici à Rufisque, donc je suis de partout. Mais je trouve que mettre en exergue cette politique ethnique, ce n'est pas bon pour le Sénégal. Malheureusement, à chaque conseil des ministres, après chaque conseil des ministres, quand vous regardez la nomination, vous y trouvez de manière incontournable la prédominance de noms qui suggèrent certaines ethnies. Ce n'est pas bon pour ce pays, ce n'est pas bon pour le rassemblement, ce n'est pas bon pour le consensus national. Et maintenant, votre point de vue sur vraiment ces institutions, on va dire également. Les institutions qui sont proposées par... oui, la commission de réforme. D'abord, je dois dire que c'est un grand piège qui a été tendu dans le cadre de ce travail-là. Parce que le travail le plus important, le plus colossal a été fait dans le cadre des assises nationales, qui a impliqué toutes les sensibilités, et toutes les spécialités. Il y avait des généraux de l'armée, il y avait des professeurs d'université, il y avait même des marabouts, comme on dit de manière triviale ici, des gens apolitiques, des gens qui n'ont jamais fait de politique. Mais il n'y avait pas les gens du pouvoir aussi à l'époque. Sauf eux. Sauf eux. Est-ce qu'on peut les appeler nationaux dans ce cas? C'est parce qu'ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu, mais ils étaient invités. C'est grave également de leur part d'accepter cette invitation. Ils étaient invités, mais attendez, moi j'ai vu une chose. C'est pourquoi je dis national. Oui. Parce qu'il y en a qui n'ont pas participé, mais qui, une fois que les conclusions et les documents ont été achevés, sont allés signer, notamment le président Macky Sall. Il a vu avec réserve. Donc, non, mais c'est des histoires de réserve là. Vous savez, c'est un registre là où on met Moussa Touré, vous avez à peine la place de signer. Vous ne pouvez même pas écrire oui ou non. Bon, ça c'est des histoires. Mais il a été signé. Donc, ce qui veut dire que ça a une dimension nationale. Tous les candidats de l'époque sont allés signer, sauf peut-être un ou deux, bien sûr, mais un autre. Mais tous les autres se sont empressés d'aller signer. Pas un n'a manqué. Alors donc, je peux dire que c'est national, parce que ce sont des conclusions qui ont été même confisquées, je peux dire, par des gens qui n'ont pas participé aux assises. C'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ce travail avait été fait, mais c'est pour faire du dilatoire. Utiliser les gens qu'on a mis en place cette structure-là, mais qui, pour l'essentiel des conclusions qui sont issues de ces travaux, étaient déjà dans les conclusions des assises nationales. Donc, ça a été partagé effectivement par la majorité des Sénégalais. Il y a des choses qui ont été introduites. Par la suite,
Bon, ça, on en parlera le moment venu. C'est des choses qui peuvent se discuter. D'accord. Moussa Touré, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité encore une fois. Et je ne manque pas l'occasion de vous encourager, de vous féliciter pour votre professionnalisme. J'espère que nous aurons l'occasion de vous voir gravir d'autres échelons encore dans la profession. Merci infiniment pour ces encouragements. Merci également à vous les téléspectateurs. C'est la fin de votre numéro Le Plaidoyer qui recevait aujourd'hui Moussa Touré, ancien ministre des Finances, ancien président aussi de la commission de l'UMOA, patron ou leader, on va dire, donc, du parti 7 Djerigne Samareo. Voilà, c'était tout pour ce soir. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Africa 7.